Bonjour à tout le monde, bonsoir et merci de participer. Alors désolée, en même temps que je parle, il faut que j'admette les gens qui sont en train d'arriver, donc je vais être un peu déconcentrée. Mais voilà, du coup, merci d'être avec nous ce soir. Moi, je suis Marina. Bonsoir à tout le monde. Je suis éditrice et je travaille aux éditions sociales. Alors les éditions sociales, vous connaissez probablement, mais c'est une maison d'édition qui est assez ancienne puisqu'on va bientôt fêter nos 100 ans. Et c'est une maison d'édition voilà, qui est l'éditeur de Marx et d'Engels en France depuis les années 1920, qui a été pendant longtemps la maison d'édition du Parti communiste français et qui, depuis plus de 30 ans maintenant, enfin depuis une trentaine d'années, est totalement indépendante du PCF. Voilà, il y a des nouvelles équipes, etc. On publie beaucoup de livres, évidemment, marxistes. Alors, des classiques, mais aussi des œuvres plus contemporaines. On a aussi des collections de livres de pédagogie. Donc voilà, et on a également lancé un projet de retraduction des œuvres intégrales de Marx et d'Engels en français, qui s'appelle la GEM, la grande édition Marx-Engels, qui organise des séminaires, etc., et qui est responsable de tout un travail de traduction avec de nombreux collaborateurs et collaboratrices avec nous. Donc voilà. Et bon, vous le savez sûrement tous et toutes, mais le confinement, ça n'a pas été, c'est pas quelque chose d'évident pour les maisons d'édition et plus largement pour les acteurs et les actrices du livre indépendants, quoi. Et notamment parce que voilà, la fermeture des librairies fait que c'est très difficile pour les éditeurs de voir comment continuer à être accessibles et à pouvoir proposer leurs publications à leurs lecteurs et à leurs lectrices. Et donc, ça nous a imposé de réfléchir un peu comment trouver des moyens alternatifs, quoi. Et c'est pour ça que vous avez sûrement vu, mais on s'est mis aux EPUB, donc aux livres électroniques. Et également, on a produit tout un tas de podcasts, de vidéos, etc. pour essayer de continuer à vous nourrir intellectuellement, si je puis dire ça comme ça. Et notamment parce que bon, voilà, le confinement est venu troubler en quelque sorte le bicentenaire, enfin l'anniversaire des 200 ans de Engels, puisque en novembre, je crois que c'est fin novembre, Engels va fêter ses 200 ans et qu'on avait prévu tout un tas de publications pour célébrer, fêter ses 200 ans. Dont fait partie la publication donc, des principes du communisme, dont on va parler ce soir et dans quelques minutes avec Jean. Mais on avait également prévu d'autres publications d'Engels, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, la guerre des paysans et socialisme utopique et socialisme scientifique, donc qui sont des livres que malheureusement on va devoir reprogrammer pour le premier semestre de 2021. Mais voilà, on a plein de projets. Je ne vais pas parler plus longtemps, je te présente rapidement Jean. Alors, Jean Quétier, il est agrégé de philosophie et tu es chargé de cours à l'Université de Strasbourg. Tu es un proche ami et collaborateur de la maison et des éditions sociales puisque tu es à la fois auteur, traducteur, membre de notre bureau éditorial et également membre du bureau éditorial de la GEM. Donc, ça te fait beaucoup de casquettes et de travail à la fois. Tu as dirigé plusieurs traductions et livres pour nous, et notamment deux de nos livres de pédagogie dont je parlais tout à l'heure, le Découvrir Marx et Découvrir Engels, qui s'étaient beaucoup vendus et qui vont être republiés dès la rentrée en septembre avec des nouvelles maquettes dans la collection des Découvrir. Et tu es donc le préfacier des principes du communisme dont on va parler ce soir. Et donc, je ne parle pas plus longtemps. Je rappelle simplement, puisque vous êtes un peu plus nombreux à nous avoir rejoints, le fonctionnement de la soirée. Donc, je vais te laisser la parole, Jean, pour une introduction d'une trentaine, quarantaine de minutes, où tu vas nous parler donc, des principes du communisme. Et ensuite, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat de la conversation. Pour ça, il suffit de cliquer sur l'onglet « Converser » qu'il y a en bas dans l'application Zoom, et vous avez une petite barre de conversation qui s'ouvre, et donc vous pouvez poser vos questions à l'écrit. On ne branchera pas les micros de tout le monde puisqu'on est assez nombreux, mais après la présentation de Jean, je me ferai en quelque sorte votre porte-parole et j'essaierai de poser à Jean les questions ou les remarques que vous formulerez.
Donc voilà, je ne parle pas plus longtemps. Je coupe mon micro et ma caméra le temps de te laisser parler, Jean. Et merci à toi d'être avec nous ce soir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette présentation donc du petit volume autour des principes du communisme d'Engels. Alors effectivement, comme tu l'as rappelé, cette publication prend sa place dans le cadre d'une célébration qui est celle du bicentenaire de la naissance de Friedrich Engels, donc 28 novembre 1820, qui en France, pour l'instant, passe un petit peu inaperçu. Évidemment, il n'est pas aussi célèbre que son compagnon de combat et de route qu'a été Marx, et dont on a célébré le bicentenaire il y a 2 ans. Et souvent, d'ailleurs, on le considère un petit peu comme un second violon. C'était une expression qu'il employait lui-même pour qualifier son rapport avec Marx, second violon. Néanmoins, l'objectif aussi de ce volume, c'est de montrer l'intérêt à part entière de la pensée et de l'œuvre d'Engels. Et donc, je vais en dire évidemment quelques mots au cours de cette présentation. Mais avant d'entrer dans cette dimension-là, je vais d'abord simplement expliquer ce qu'est ce volume, le volume des principes du communisme. En fait, c'est un petit ouvrage donc, qui contient 3 textes, dont 2 ont été rédigés en 1847. Donc le projet de profession de foi communiste, d'une part, de juin 1847, et les principes du communisme, le texte qui donne donc son nom au volume, qui a été, quant à lui, rédigé un peu plus tard, à l'automne de la même année, 1847. Et donc, ces deux textes sont accompagnés d'un texte plus tardif d'Engels, un texte de 1885, qui s'intitule La contribution à l'histoire de la Ligue des communistes, et qui est un texte dans lequel Engels revient de manière rétrospective sur tout le processus qui a conduit, entre autres, à la rédaction du manifeste du Parti communiste, qui paru pour la première fois en 1848, février 1848. Alors, évidemment, je dirais, ce volume est un volume qui est très intéressant pour comprendre la genèse du manifeste du Parti communiste, qui est, évidemment, avec le Capital, mais peut-être encore davantage, l'un des ouvrages les plus célèbres de Marx et d'Engels. Et ces textes de 1847 qui sont contenus dans le volume constituent, on pourrait dire, des brouillons ou des textes préparatoires de ce que va être le manifeste du Parti communiste tel qu'on le connaît en général. Et donc, ça joue évidemment un rôle important pour comprendre en quelque sorte quel a été le laboratoire théorique du manifeste du Parti communiste. Et dans le texte de 1885, une sorte de récit où Engels revient un petit peu sur la manière dont les choses se sont passées, eh bien, on peut voir quelles ont été les étapes finalement de rédaction de ces textes-là. Alors, je dirais que si l'on s'intéresse à ces textes-là, c'est principalement pour le rôle qu'ils ont joué dans la genèse du manifeste, et disons qu'ils permettent de montrer très nettement que le manifeste de 1848 n'est pas un texte qui sort de nulle part ou qui aurait été en quelque sorte écrit comme ça
alors évidemment pas par Marx tout seul, mais même par Marx et Engels en quelques semaines au tout début de l'année 1848. Ça permet de comprendre beaucoup plus clairement, je dirais, que le manifeste est le fruit d'un travail plus long en réalité, hein, et d'un travail qui est collectif et qui dépasse, disons, les deux protagonistes principaux qu'on connaît, hein, Marx et Engels, parce qu'ils sont le fruit d'un processus qui est un processus politique, qui est celui de la refondation d'une organisation, hein, qui s'est appelée pendant un temps la Ligue des Justes et qui s'appelle à partir de 1847 la Ligue des communistes, hein, puisque le manifeste du Parti communiste est en réalité le manifeste d'une organisation qui prend le nom de Ligue des communistes lors d'un congrès, hein, qui a lieu à Londres en juin 1847, et dont elle doit constituer en quelque sorte le programme, hein, le programme théorique. Alors, qu'est-ce que c'était que cette Ligue d'où vient cette Ligue des communistes? Elle est, comme je disais, le fruit de la réorganisation, de la restructuration d'une organisation antérieure qui s'appelait la Ligue des Justes, hein, qui était une sorte de société secrète qui luttait pour l'instauration de la communauté des biens. Hein. Elle avait été fondée aux alentours de 1836 et elle était principalement composée d'artisans allemands, mais qui résidaient pour la plupart soit en France, soit en Angleterre, soit en Suisse. Il y avait une émigration allemande politique. Alors, la Ligue des Justes, hein, pour resituer un petit peu cette histoire-là, elle avait au départ, hein, pour grande figure, quelqu'un qui s'appelait Wilhelm Weitling, hein, et qui avait publié en 1838 un ouvrage qui s'intitulait L'humanité telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être, et qui constituait pendant un certain temps le programme de l'organisation. Weitling était quelqu'un qui était marqué aussi bien par disons, les vieilles conspirations qu'on appelle néo-babouvistes, hein, c'est-à-dire influencées par la résurgence des idées de Babeuf dans les années 1830, et aussi par le message chrétien, hein, qui avait un petit peu ces influences-là qui étaient très présentes, disons, dans la Ligue pendant au moins la fin des années 1830 et le début des années 1840. Et en fait, évidemment, la question se pose, c'est comment Marx et Engels arrivent dans cette affaire. Eh bien, c'est le fruit d'un processus de réorganisation qui est un peu antérieur à eux déjà, hein, c'est-à-dire que cette organisation, la Ligue des Justes, à partir notamment de 1845, eh bien, elle va progressivement s'écarter des idées de Weitling, et de nouvelles figures vont émerger en son sein, hein, parmi lesquelles notamment quelqu'un comme Karl Schapper, hein, qui va jouer un rôle de premier plan, hein, et autour de 1845, justement, il va y avoir au sein de la Ligue des Justes un débat programmatique, hein, qui va conduire à mettre de côté un petit peu les idées de Weitling, qui considérait qu'une des tâches principales de l'organisation, c'était de chercher à introduire le communisme par la force, comme ça, par un soulèvement révolutionnaire immédiat. Et à l'inverse, des gens comme Karl Schapper considéraient que, eh bien, il fallait d'abord faire un travail théorique, un travail d'éducation
Et donc, il y avait déjà une modification, si vous voulez, du programme théorique de l'organisation qui était en cours au moment où Marx et Engels vont entrer en piste. Hein. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de constater le rôle qu'ils vont jouer et que les textes de 1847 qui sont présentés dans le volume vont jouer dans un processus qu'on pourrait décrire comme un processus de désectarisation de ce qu'était la Ligue, la Ligue des Justes, qui était une sorte de secte ou de société secrète fondée sur voilà, des objectifs de conspiration, et comment justement Marx et Engels vont contribuer à transformer ce type d'organisation politique en quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un parti au sens des partis ouvriers qui vont se constituer ensuite progressivement tout au long du XIXe siècle. Donc évidemment, c'est cette rencontre-là qui est intéressante, la rencontre entre Marx et Engels, et puis cette organisation-là. Alors, donc je disais, voilà, il y a des transformations en cours en 1845, déjà au sein même de la Ligue, avant que Marx et Engels entrent en scène. Et d'un autre côté, Marx et Engels, bon, je ne peux pas évidemment ici revenir sur leur parcours antérieur, mais disons qu'à partir de 1846, ils sont pour l'essentiel à Bruxelles, ils essayent déjà de constituer une sorte de réseau communiste, alors bon, qui prend d'abord la forme d'un comité de correspondance, c'est-à-dire que depuis Bruxelles, ils vont essayer d'entrer en contact avec des communistes ailleurs dans d'autres pays européens en introduisant un système de comité de correspondance. Et à travers ce comité de correspondance, ils vont se lier avec des gens comme Schapper, qui est à Londres, et donc, le processus, disons, qui va conduire la Ligue à abandonner les positions de Weitling va se préciser au long de l'année 1846. Et tout ce processus va faire que, disons, à partir du début de l'année 1847, va se poser la question de l'entrée, de l'adhésion, si vous voulez, de Marx et d'Engels à cette organisation qui ne s'appelle pas encore la Ligue des communistes, puisqu'elle va prendre ce nom-là seulement au congrès de juin 1847. Mais la question de leur adhésion, disons, à l'organisation va se poser. Alors, comment est-ce que les choses se produisent? Eh bien, au début de l'année 1847, donc un des membres de la nouvelle direction de la Ligue, qui a depuis la fin de l'année 1846 son siège à Londres, donc il y a Schapper, dont je vous ai parlé, et puis il y a un autre membre de la direction de la Ligue qui s'appelle Joseph Moll et qui va essayer de mener une sorte de négociation avec eux pour bien qu'ils entrent dans cette nouvelle organisation, enfin cette organisation en cours de refondation, si vous voulez, qui n'est pas encore l'ancienne organisation, mais qui est en train qui s'apprête à, de la même façon, disons qu'elle a abandonné les positions de Weitling, qui s'apprête à prendre une forme nouvelle. Et bien, quand on s'intéresse un peu aux négociations qui ont eu lieu entre Joseph Moll d'une part et puis Marx et Engels d'autre part, c'est intéressant de voir à quelles conditions finalement Marx et Engels ont accepté d'entrer dans cette organisation-là qui était qui avait encore un héritage des vieilles conspirations, mais qui était en une phase un peu de transition, si vous voulez. Eh bien, alors comment est-ce que ça s'est passé? Bon, on n'a pas
on a des documents, on n'a pas de documents très précis là-dessus, mais on a des témoignages différents, et notamment, bah, c'est l'intérêt du récit fait par Engels en 1885, qui est dans le volume, hein, ça permet de voir un petit peu comment ça s'est passé. Et donc, parmi les points qui semblent avoir émergé, qui ont, disons, décidé Marx et Engels à franchir le pas, hein, et à adhérer à l'organisation, il y a il y a l'idée donc que serait publié un manifeste, qui serait un manifeste public, hein, un texte public de l'organisation, hein, et donc avec l'idée qu'il jouerait un rôle dans la rédaction de ce texte. Il y a l'idée que ce manifeste serait adopté lors d'un congrès. Alors ça, c'est deux points, hein, qui sont mis en avant par Engels dans son texte de 1885. Et ces deux points qui sont importants, en fait, même si ça paraît un peu anodin dit comme ça. Mais l'idée, d'une part, qu'il allait y avoir un congrès compris comme l'instance, disons, qui, au sein de l'organisation, va décider démocratiquement de la ligne politique de l'organisation. Ça paraît être quelque chose de courant parce que, voilà, aujourd'hui, n'importe quel parti politique fonctionne comme ça, enfin, en principe. Mais à l'époque, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Hein. Même le terme même de congrès pour désigner les congrès des organisations politiques, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et on peut considérer qu'il y a quelque chose de foncièrement novateur là-dedans. Hein. L'idée que une instance collective va décider du programme d'une organisation, ça c'est quelque chose de tout à fait inédit, et qui va beaucoup intéresser Marx et Engels, puisque en fait, hein, le premier texte donc, qui est présenté dans le volume, le projet de profession de foi communiste, il émane directement du premier congrès de l'organisation qui se tient au mois de juin à Londres, au mois de juin 1847. Mais il faut savoir que voilà, avant ça, justement, les sociétés secrètes révolutionnaires n'avaient pas de fonctionnement interne démocratique. Et donc là, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup Marx et Engels là-dedans. Cette idée du congrès comme forme Le deuxième élément donc, que je signalais, c'est cette idée de faire un manifeste public. Alors, le terme de manifeste va s'imposer en fait probablement plutôt à l'automne 1847, hein, puisque avant le terme qu'on trouve dans le texte de juin, c'est celui de profession de foi. Encore avant, hein, on trouvait parfois le terme de catéchisme. Alors, vous voyez bien, catéchisme, profession de foi, il y a on entend hein, une dimension religieuse assez marquée. Et d'ailleurs, si vous regardez les textes, justement, la profession de foi de juin 47, puis les principes du communisme, c'est écrit un petit peu, pas comme un credo, mais enfin, vous voyez, il y a c'est des questions. Es-tu communiste? Oui. Bon, il faut. Il y a cette idée un peu d'initiation qui va complètement disparaître après du manifeste du Parti communiste. Mais donc il y a à la fois une transformation dans la forme du texte. Hein. Il y a une transformation dans la forme du texte, et puis il y a l'idée que le texte va être public. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose de très important dans la transformation je dirais, du rapport aux organisations révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on va abandonner la conspiration secrète, hein, les sociétés secrètes, où avec voilà, l'idée qu'il faut échapper évidemment à la police, et donc que personne ne doit savoir le programme de l'organisation, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans, justement. Hein. L'idée du manifeste, c'est, d'ailleurs, on l'entend hein, dans le mot manifeste lui-même, hein,
c'est que les positions communistes soient clairement énoncées au plus grand nombre. Donc, ça, c'est évidemment un autre aspect qui est extrêmement important, je dirais, dans le processus de transformation qui s'opère. Or, on a ces éléments-là, puis un troisième élément que je rajoute, qui n'est pas directement énoncé par Engels en 1885, lorsqu'il raconte les négociations avec Joseph Moll, mais qu'on peut trouver dans un autre texte où Marx revient un peu là-dessus, sur les raisons pour lesquelles il a accepté d'adhérer à la Ligue. C'est un texte qu'on trouve dans une lettre que Marx envoie beaucoup plus tardivement à Wilhelm Bloss du 10 novembre 1877. Donc, on peut lire dans la correspondance de Marx et Engels. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, puisque cette lettre à Bloss de 1877, elle sera contenue dans un autre volume à paraître très bientôt aux éditions sociales, qui est le volume 13 de la correspondance de Marx et d'Engels, qui porte sur les années 1875-1880, donc avec des correspondances inédites, qui paraîtra dans les prochaines semaines. Et dans ce texte-là, Marx dit que, eh bien, il a accepté d'adhérer à condition que soient enlevés des statuts de l'organisation, tout ce qui aurait pu être favorable à la croyance superstitieuse en une autorité, ou en une sorte de culte du chef, si vous voulez. Et ça aussi, c'est un élément important parce que, évidemment, là aussi, il y avait quelque chose, alors notamment avec Weitling, qui se jouait un peu de l'ordre du culte de la personnalité, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose que Marx et Engels vont combattre très, très fermement. Et donc, voilà, il y a aussi là-dedans quelque chose d'intéressant. Alors, on voit dans ces raisons pour lesquelles, au fond, Marx et Engels ont accepté de franchir le pas, il y a, je pense, des leçons vraiment intéressantes à tirer. Et alors, voilà un petit peu comment les choses se sont passées. Et ensuite, donc, à partir du moment où ils entrent dans la Ligue, eh bien, les choses vont aller un peu plus vite. Donc, il va y avoir un premier congrès de l'organisation, comme je le disais, donc, en juin 1847 à Londres. Et à l'occasion de ce congrès, donc, la Ligue des Justes devient officiellement Ligue des communistes. Donc, il y a une transformation du vocabulaire, une sorte de précision théorique plus grande, si vous voulez. Et à la suite de cela, il y a l'élaboration donc du premier texte qui est présenté dans le recueil, qui est donc le projet de profession de foi communiste, qui est un texte qui n'est pas signé que, je dirais, d'Engels, mais qui est aussi l'œuvre de Schapper, notamment, qui est un texte collectif, si vous voulez, qui est vraiment l'émanation du congrès. Mais bon, les principaux signataires, c'est Karl Schapper et Wilhelm Wolff d'un côté, et puis on sait qu'Engels a participé activement à la rédaction de ce texte-là. Parce qu'en fait, Engels, lui, peut se rendre à ce congrès-là, ce que ne peut pas faire Marx. Et ça aussi, c'est un élément, je dirais, important qu'il faut prendre en compte et qui permet, ça c'est un peu l'élément que je voudrais un petit peu évoquer maintenant, c'est le rôle spécifique d'Engels. Le rôle spécifique d'Engels, parce que déjà, Engels participe au cours de l'année 1847 aux deux congrès de la Ligue, donc le premier qui a lieu en juin et celui qui a lieu en décembre. Là, Marx il sera aussi, mais celui de juin, Marx n'y est pas. Alors, le rôle d'Engels,
dans cette histoire, il est très important parce que Engels est quelqu'un qui va bénéficier tout au long de l'année 1847 d'une assez grande liberté de mouvement, hein, qui lui permet de circuler en fait en Europe beaucoup plus facilement que ce que Marx peut faire, hein, parce que Marx il peut plus alors Marx a eu quelques déboires, on va dire, avec les autorités de certains pays, notamment la France. Il a vécu à Paris, mais il a été expulsé, donc il ne peut plus se rendre à Paris. Engels, lui, peut plus facilement, disons, jouer le rôle de médiateur ou d'intermédiaire entre les différentes structures de la Ligue, Londres, Bruxelles, Paris. Il peut plus facilement circuler entre ces différentes villes. Et ça, évidemment, ça va contribuer, je dirais, à faire de lui un acteur clé dans le processus de réorganisation de la Ligue, donc qui commence en juin 1847 et qui va se poursuivre notamment lors du deuxième congrès au mois de décembre 1847. Alors bon, peut-être que certaines parmi vous ont vu le film de Raoul Peck qui s'appelle Le jeune Karl Marx. Bon, il est beaucoup question de toutes ces histoires-là. Dans le film, disons, c'est un peu condensé, c'est-à-dire qu'on voit un seul congrès où tout cela se passe, hein, et donc on voit la transformation de la Ligue des Justes en Ligue des communistes, et puis l'idée qu'on va abandonner le vieux slogan, hein, tous les hommes sont frères, pour adopter le slogan plus, on va dire, théoriquement plus précis, hein, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bon, en fait, il y a deux congrès différents, hein, en juin, un autre en décembre, puis après l'OPEC pour les besoins, je dirais, cinématographiques, à condenser un peu tout ça en un seul congrès, mais globalement, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Donc, Engels va contribuer à la réorganisation de la Ligue. Et donc, l'enjeu va être d'arriver à une version, on va dire, définitive de ce qui va s'appeler le manifeste du Parti communiste, hein, qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le manifeste de la Ligue. En fait, puisque le texte de juin 47, qui est le premier texte de notre volume, c'est un projet de profession de foi, hein, c'est-à-dire que le premier congrès élabore ce projet-là, et puis ensuite il est discuté dans les organisations de base, hein, dans les structures de base de la Ligue. Hein, ça aussi, on parlait du processus collectif, hein, de réorganisation, y compris théorique, programmatique. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, hein, qui fait de cette organisation, la Ligue des communistes, une organisation tout à fait pionnière en la matière. Et donc, on a ces étapes-là, et parmi je dirais, puisque ensuite le manifeste tel qu'on le connaît, hein, de Marx et Engels, sa rédaction, sous la forme qu'on lui connaît, elle va être décidée en décembre, donc au deuxième congrès de la Ligue des communistes. Elle est décidée en décembre. Le texte est ensuite rédigé assez rapidement, hein, début janvier 1848, puis ça c'est achevé, hein, et imprimé et publié au milieu du mois de février, hein, juste avant le déclenchement de la vague révolutionnaire européenne. Mais il y a des étapes intermédiaires, et parmi ces étapes, il y a la rédaction du texte qui donne son nom au volume, hein, qui est les principes du communisme, qui est un texte qu'Engels en fait va remanier à l'automne à partir de la version initiale, qui était celle adoptée par le congrès de juin. Hein, donc il va le remanier à Paris, hein, en fait, parce qu'il s'efforce de faire adopter ce texte-là dans une discussion contradictoire, hein,
sein de ce qu'on appelait donc les communes de la Ligue, hein, c'est les organisations de base de la Ligue, hein, communes parisiennes. Il y avait un autre texte qui a été proposé par Moses Hess. Engels, lui, va faire voter pour son texte. Et ça va constituer, je dirais, un moment intermédiaire vraiment important. Hein. C'est-à-dire qu'on peut retracer, si vous voulez, hein, en comparant ces trois textes, le projet de profession de foi du mois de juin, le texte des principes du communisme qui est écrit donc à l'automne 1847 par Engels, et puis le manifeste qui est écrit au tout début de l'année 1848, on a des évolutions vraiment très notables. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on peut considérer qu'Engels a joué un rôle de premier plan dans ce processus-là. Hein, et que je décrivais aussi comme un processus de passage, hein, de la société secrète au parti, mais c'est aussi évidemment un processus théorique au sens où les analyses un petit peu imprécises de la Ligue des Justes auparavant deviennent de plus en plus précises, appuyées sur une analyse des contradictions de classe beaucoup plus développée. Alors justement, parce que je ne veux pas être trop long, je voudrais terminer un petit peu là-dessus, sur la manière, hein, quand on observe, alors je ne vais pas trop rentrer dans la comparaison entre les principes du communisme et le manifeste du Parti communiste, mais justement pour montrer un petit peu le rôle spécifique d'Engels, je vais me concentrer sur quelques comparaisons rapides entre le projet de profession de foi communiste du mois de juin et puis le texte d'Engels. Hein. Et puis la comparaison, je dirais, est beaucoup plus facile parce que, d'un point de vue formel, les deux textes se ressemblent. C'est-à-dire que ce sont des questions et des questions, c'est écrit sous forme de questions-réponses. Questions-réponses, et d'ailleurs, parfois, la trame est souvent la même. Mais il va y avoir des évolutions dans la manière dont les réponses sont formulées et qui permettent de voir justement le travail, hein, ce que moi j'appelle le travail de parti que va mener Engels pour, à partir je dirais, de ce qui est élaboré par le mouvement antérieur, et bien essayer de préciser les formulations, d'arriver à un résultat qui soit le plus satisfaisant possible. Alors, il y a un travail sur le vocabulaire, hein, par exemple, qui est intéressant. Un exemple que j'évoque dans la préface, hein, c'est celui de la communauté des biens. Communauté des biens, c'était vraiment un mot d'ordre du baboubisme, enfin hérité du baboubisme. Et ça, c'est vraiment très net en fait entre le texte de juin 47 et puis, disons, le texte des principes du communisme, hein, la manière dont Engels opère un déplacement. Hein. C'est-à-dire que communauté des biens, encore en 47, enfin en juin 47, c'était presque une manière de définir le communisme. Et on voit qu'en fait, dans les principes du communisme, le terme prend beaucoup moins d'importance, hein, et il est mis un petit peu à distance. Hein. Engels dit ce qu'on appelle la communauté des biens, mais ne reprend plus vraiment à son compte. Alors pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'avec communauté des biens, on a quelque chose qui peut être un peu imprécis, au sens où on peut avoir l'impression que tout est à tout le monde, qu'il ne s'agit pas spécifiquement de la propriété privée des moyens de production, mais que ça peut être aussi la propriété d'à peu près tout qui est mis en commun. Hein. Et donc, Engels va faire un travail justement pour gommer un petit peu cette idée de la communauté des biens. Et dans le manifeste du Parti communiste, le terme va complètement disparaître. Hein. Et donc ça, c'est typique, je dirais, des déplacements qu'on peut observer à l'œuvre, hein, et qui ont… il y a un vrai enjeu politique derrière, hein, évidemment, ce n'est pas quelque chose de purement cosmétique. Hein. Autre exemple qui va dans le même sens, hein, si on compare le texte de juin 47 et les principes du communisme d'Engels,
on passe souvent d'une critique de la propriété en général, en juin 47, à une critique de la propriété privée, comprise comme propriété privée des moyens de production. Donc, on a comme ça un déplacement de taille. On a aussi, je dirais, une dimension que j'appellerais stratégique qui est beaucoup plus marquée, parce que on a, par exemple, quelque chose qu'on retrouvera dans le manifeste. Dans les principes du communisme, on a l'énoncé de 12 mesures à mettre en place le plus rapidement, immédiatement, qu'on peut mettre en place immédiatement, alors qu'on n'avait pas vraiment ça. On a dans la profession de foi de juin 47, donc ça pouvait laisser penser qu'on sait, voilà, si on arrive au pouvoir, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Donc on a ce type de choses, une dimension plus stratégique. Et ce qui est notable d'ailleurs dans ce même ordre d'idées, je dirais, c'est le fait que dans les principes du communisme, Engels introduit non seulement une réflexion sur qui sont les communistes, au sens de qui ils sont par rapport aux autres courants socialistes, etc., mais aussi par rapport aux autres forces politiques en présence, et avec lesquelles il est possible éventuellement de faire des alliances pour devenir une force conséquente, susceptible de prendre le pouvoir. Et ça aussi, évidemment, ça participe, je dirais, de la mise à l'écart de la logique de la conspiration. Évidemment, il y a un exemple qui est très frappant pour l'Allemagne, c'est le fait que Engels, dans les principes du communisme, alors qu'on ne trouvait pas ça dans la profession de foi de juin 47, dit, voilà, en Allemagne, par exemple, il y a la bourgeoisie qui n'est pas encore au pouvoir à cette époque-là, puisque c'est encore le pouvoir de la monarchie absolue, de l'héritage féodal, si vous voulez. Et donc, il réfléchit à l'idée qu'il faudrait s'allier avec la bourgeoisie, dans le cas de l'Allemagne, pour pouvoir mener la lutte contre le vieux pouvoir de l'aristocratie. Donc, on a une réflexion sur ce qu'on pourra appeler des alliances de classe possibles pour mener une dynamique révolutionnaire majoritaire à ce moment-là. Voyez, donc ça c'est évidemment des points de déplacement qu'on va retrouver, qui vont jouer un rôle vraiment important dans le manifeste du Parti communiste du début de 1848, et dont on peut considérer, en lisant un petit peu ces documents-là, en les comparant, bien que Engels a joué un rôle majeur dans le fait de les introduire dans le programme théorique de l'organisation. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez bien poser les questions que vous souhaitez pour qu'on puisse continuer la discussion ensemble. Super, Jean, merci beaucoup pour ta présentation. C'était super et c'était assez synthétique. Avant de te poser les quelques questions là, que vous êtes plusieurs à avoir posées sur le chat de la conversation, et par ailleurs, vous êtes toujours invités à poser vos questions, des remarques, etc. pendant que je pose des questions à Jean. Je voudrais simplement dire, parce que l'un de vous m'a fait remarquer à juste titre que je n'avais pas mentionné la mort de Lucien Sèvres, dont vous êtes sûrement tous au courant. Donc, Lucien Sèvres, qui est à la fois un ami, un auteur, mais aussi un éditeur, une personne qui a été éditeur à la fois des éditions sociales et aussi des éditions La Dispute, et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Alors évidemment, on était tous très en peine aux éditions sociales,
Moi, je n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer en personne, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué intellectuellement et par sa personnalité, évidemment, la maison. Donc, effectivement, c'était juste de faire remarquer que je ne l'avais pas évoqué. Et je vous informe par la même occasion que vous pouvez retrouver sur notre site l'accès à un PDF qu'on a fait et qui est disponible gratuitement, donc d'un de ces textes Urgence de communisme, et qu'on vous tiendra au courant, mais on a d'autres initiatives de prévues pour lui rendre hommage, en lien avec donc, les éditions La Dispute. Je voulais simplement faire une petite parenthèse parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Et pour essayer de te poser un petit peu les questions qui sont revenues. Alors d'abord, il y avait une question d'ordre peut-être plus historique. Tu as mentionné à un moment le fait que la Ligue des Justes avait été influencée par, qu'il y avait en tout cas certaines personnes ou certains courants à l'intérieur qui étaient influencés par Babeuf. Et il y a quelqu'un qui posait la question de savoir qui est Babeuf et surtout quelle était son influence. Et peut-être qu'on peut élargir y compris la question, en fait, parce que voilà, bon, Babeuf, sans répondre à ta place, c'était un révolutionnaire de la Révolution française, mais tu pourras dire plus précisément. Effectivement, la Révolution française, il me semble, c'est quelque chose qui exerce une grosse influence sur le mouvement ouvrier naissant et le mouvement socialiste avant que ça devienne le mouvement communiste, peut-être. Je ne sais pas si on peut le formuler comme ça, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça ? Je te pose les questions une après l'autre, comme ça, tu as le temps à chaque fois de répondre en quelques minutes. Merci. Attends, je te remets ton micro parce que je vois que tu galères. Hop, vas-y. Non, ça marche pas, attends. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Alors oui, effectivement, j'ai parlé disons de l'influence du babouvisme, hein, puisque effectivement, on peut. Alors, Babeuf, tu l'as dit, hein, effectivement, c'est une figure de la Révolution française, enfin, disons, qui a été à la tête d'une conjuration, on appelle la conjuration des égaux, hein, sous le Directoire. Avec l'idée, disons, il y a une des idées qui est souvent mise en avant, hein, c'est que Babeuf serait une sorte d'un des premiers communistes, on pourrait dire. Alors évidemment, c'est toujours une chose qu'on peut discuter, mais il y a cette idée de la communauté des biens qui était mise en avant. Alors, plus que Babeuf lui-même, hein, je dirais que c'est surtout le néo-babouvisme, hein, qui va contribuer à l'émergence disons, de la théorie communiste ou des idées communistes en France à la fin des années 1830. Ça culmine, disons, avec ce qu'on appelle le banquet de Belleville, hein, en 1840, où le mot communisme commence à émerger. Et donc, on peut parler de néo-babouvisme, disons, parce qu'il y a les idées de Babeuf, l'héritage de Babeuf, disons, qui est transmis par l'intermédiaire en partie des sociétés secrètes révolutionnaires, hein, des années 1830 en France, avec tout de même, et c'est ça qui va jouer un rôle important peut-être dans la transformation, hein, du babouvisme en néo-babouvisme, si on veut, avec l'idée que chez Babeuf, disons que la communauté des biens, au moment de la conjuration des égaux, c'était un peu pensé comme une réactivation de la loi agraire, hein, donc avec l'héritage de la République romaine, et donc l'idée que dans la communauté des biens, ce qu'il faut mettre en commun, ce sont un peu c'est la terre, donc il n'y a pas encore l'idée, en tout cas, bon, c'est pas encore tout à fait l'idée d'un communisme, je dirais, de la période industrielle, hein. Et c'est ça qui va être déterminant dans la transformation et la diffusion
du vocabulaire du communisme et des théories communistes, notamment autour des années fin des années 1830, début des années 1840, au moment où tout ça bouillonne et émerge. C'est l'idée de la convergence en fait entre ce type de réflexion-là hérité de Babeuf et puis le développement de l'industrie et le développement du capitalisme. Cette convergence-là en fait qui joue vraiment dans le néo-baboulisme. Alors, il y a un ouvrage très détaillé sur la manière dont il y a eu cette transformation théorique, qui est un ouvrage de Jacques Grandjean, qui s'est intéressé, qui s'appelle Communism, Communismus, donc qui s'est intéressé à la manière dont, notamment en France, en Angleterre, en Allemagne, toute cette terminologie-là, héritée de la période de la conjuration des égaux, eh bien, va, depuis 1797, arriver au vocabulaire, disons, du communisme moderne. Donc, il y a évidemment, alors, ce n'est pas le seul aspect, disons, dans la tradition révolutionnaire, il n'y a pas que Babeuf, évidemment, qui va jouer un rôle dans la transmission. Alors, Babeuf est transmis par l'héritage de Babeuf est transmis par notamment Buonarroti, donc c'est Passeur que j'évoquais là, mais il y a évidemment une tradition révolutionnaire française beaucoup plus large qui va jouer un rôle très important et marquer les esprits. Alors ça c'est aussi évidemment quelque chose qui est important encore dans les années 1840, au moment où le manifeste est écrit, ça joue évidemment un rôle encore très important. Merci pour ta réponse. Alors, un peu dans la suite, à mon avis, je ne pose pas forcément les questions dans l'ordre qu'on les a posées, mais je les poserai toutes, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si la disparition de la notion de communauté de biens à laquelle tu viens encore de te référer, ça traduisait chez Marx et Engels surtout une volonté de supprimer la notion d'idéal à la faveur de l'action révolutionnaire. C'est-à-dire pour essayer de reformuler comment je comprends cette question, et c'est pour ça qu'à mon avis c'est en lien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire est-ce que finalement on voit derrière la disparition de ce terme le processus plus de maturation du mouvement socialiste, de positions plus humanistes ou utopiques, je ne sais pas si on pourrait le formuler comme ça, vers des positions plus scientifiques ou plus marxistes, même si le terme n'est pas usité à l'époque, mais plus dans le sens marxiste comme on a l'habitude de l'entendre. Et est-ce que c'est ou pas témoin de cette transformation-là? Alors oui, globalement, je suis assez d'accord. Alors, je pense que l'enjeu, surtout sur communauté des biens, c'est la confusion entre la propriété collective des biens de consommation courante, disons, et la propriété collective des moyens de production. Parce qu'évidemment, avec communauté des biens, quand on entend communauté des biens, tout est à tout le monde, alors que justement, le déplacement que Marx et Engels vont chercher à opérer, c'est de dire l'enjeu, ça n'est pas de dire que on va plus pouvoir posséder quoi que ce soit individuellement. C'est pas ça la question qui les intéresse. C'est on va supprimer la propriété privée des moyens de production, donc le capital, disons, qui conduit qui suppose l'exploitation de la force de travail et qui est une manière de s'approprier, disons, les fruits du travail d'autrui. C'est pas c'est pas exactement la même chose, disons, qui est désignée. Et c'est comme ça d'ailleurs que, d'une certaine façon, Marx et Engels peuvent tout à fait dire par ailleurs que le communisme va plutôt réaliser la propriété individuelle qui, sous le capitalisme, pour l'immense majorité, pour les prolétaires, ne veut rien dire,
que la supprimer. Hein. Et donc là, il y a un effort effectivement de précision qui est en rupture, disons, avec un langage qui, effectivement, à leurs yeux, relève probablement de l'utopie. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas simplement de l'utopie au sens de quelque chose de pas ancré dans la pratique du mouvement ouvrier, d'irréalisable. C'est aussi une sorte de dépassement, à leurs yeux, de quelque chose qui relèverait du communisme un peu grossier ou brut, disons, qui serait dans le nivellement de l'individualité. Alors ça c'est intéressant aussi parce que c'est un processus dont ils ne sont pas les seuls acteurs. Hein. Je parlais tout à l'heure du débat qui existait en 1845 entre Weitling et Karl Schapper. C'est un peu aussi sur ces questions-là hein, disons, sur communisme un peu grossier, où Schapper reprochait par exemple à Weitling son communisme de caserne. Hein. Voilà. Et donc évidemment, la communauté des biens, selon la manière dont on l'entend, ça peut facilement renvoyer au communisme de caserne. Voilà. Et donc, il y a cette idée hein, qu'on va on va dépasser ça. Alors, je prends un autre exemple qui est tout à fait intéressant. Hein. C'est souvent dans le. Alors, ça, c'est plus que chez les babouistes eux-mêmes, hein, mais disons dans la manière dont les babouistes peuvent être dépeints. Hein, il y a l'idée qu'avec la communauté des biens, il y aurait la communauté des femmes aussi. Et alors, cette idée-là, justement, quand on observe la manière dont Engels déplace les termes de l'analyse entre la profession de foi le projet de profession de foi de juin 47 et les principes du communisme, on a une transformation de l'analyse. C'est-à-dire que dans le projet de profession de foi de juin 47, l'idée n'est pas encore, c'est pas encore très, la réponse à la question n'est pas encore très claire. Alors que dans les principes du communisme, Engels dit clairement non. En fait, le communisme va supprimer la propriété des femmes, la communauté des femmes, pardon, puisque la communauté des femmes, c'est bien plutôt la prostitution que les capitalistes mettent en place eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas du tout les communistes qui vont mettre en place la communauté des femmes. Et cet argumentaire-là, c'est le même qui sera repris d'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste sur cette question-là, hein, en 1848. Donc, il y a l'idée justement de dépasser un petit peu aussi une sorte d'idée reçue en fait hein, sur le communisme. Et donc, on a communauté des biens, communauté des femmes, voilà, c'est des exemples, mais ça va un peu dans ce sens-là, hein, c'est de remplacer par des formulations plus précises. Ok, super. Alors, il y a une autre question dans un autre registre. On demande comment est-ce que l'État est défini dans les principes du communisme. Est-ce qu'il est question de l'État, sachant que l'État, bon, c'est une question qui va être présente à de nombreuses reprises hein, dans l'œuvre de Marx et d'Engels, même si elle ne fait pas forcément l'occasion d'une théorie systématique, mais plutôt une espèce de constellation un peu théorique sur cette question. Est-ce qu'il est mention de l'État dans les principes? Est-ce que c'est déjà une préoccupation importante d'Engels à ce moment-là? Est-ce que c'est une question qui est importante dans la Ligue des Justes et puis dans la jeune Ligue des communistes? Alors, sur cette question de l'État, bon, il faudrait que je regarde précisément s'il y a des… Je ne crois pas qu'il y ait de réflexion très, très aboutie sur cette question dans les principes. Il y a l'idée, mais qu'on va retrouver un peu dans le manifeste, que, en tout cas au moins dans un premier temps, hein, dans la réflexion sur les mesures immédiates à mettre en œuvre, il va falloir qu'il y ait un rôle de l'État assez fort. Hein, je reprends là l'idée de centralisation dans les mains de l'État du système de crédit et de monnaie, hein, l'idée que c'est l'État qui doit prendre en charge l'organisation du travail, etc., l'éducation des enfants. Hein, donc,
ça, c'est vrai que c'est un élément, disons, qui va jouer un rôle. Hein, l'idée de concentration entre les mains de l'État dans le dispositif théorique des principes du communisme. Alors ça, on va le retrouver, je dirais, dans le manifeste en 1848. Hein. Ça correspond, grosso modo, un peu à la conception que Marx se faisait du processus révolutionnaire à ce moment-là. Alors, dans le manifeste, plus clairement, il est bien dit que ça correspond à une première phase, hein, où disons le prolétariat, ça c'est clairement dit hein, dans le manifeste, hein, l'idée que le prolétariat peut s'approprier cet outil qui est d'abord un outil de la classe dominante pour réprimer ses adversaires. Hein, donc le prolétariat peut s'approprier cet outil-là pour l'utiliser contre la bourgeoisie. Hein, et qu'ensuite, disons, dans une phase plus avancée du processus de transition, disons, vers le communisme, l'État va petit à petit disparaître. Hein, et puis cette phrase hein, qu'on trouve pas dans les principes du communisme, mais dans le manifeste de 1848, l'idée que le pouvoir public va perdre son caractère politique. Donc voilà, l'idée un peu de deux grands moments hein, dans le processus de transition révolutionnaire. Ce que je peux dire peut-être de manière plus générale, disons là-dessus, c'est que cette conception-là de l'État, elle correspond grosso modo, hein, évidemment, c'est une question très débattue, très compliquée dans le marxisme, mais elle correspond grosso modo, je dirais, à la stratégie révolutionnaire qui était celle de Marx et Engels autour du moment 1848. Quoi. Par la suite, ils seront amenés à nuancer un peu cette idée-là, hein, notamment à la suite de l'expérience de la Commune de Paris en 1871. Hein. Parce que, alors ça c'est ce qu'on va retrouver, je dirais, dans l'analyse hein, que Marx va donner de cet événement révolutionnaire, hein, dans ce texte qui s'appelle La guerre civile en France. Il y a l'idée que dans la manière dont il formulait les choses dans le manifeste du Parti communiste, il y avait encore trop l'idée selon laquelle on pouvait, dans la première phase, s'emparer comme ça du pouvoir d'État comme si c'était un instrument, hein, donc un instrument ou un outil, c'est-à-dire voilà, le bourgeois utilise l'État ou le prolétaire utilise l'État, c'est pareil, c'est comme si j'utilise un marteau, quelle que soit la personne qui utilise le marteau, ça fonctionne de la même façon. Bon, en fait, Marx va dire que le prolétariat, lui, doit, d'une certaine façon, introduire, subvertir, en fait, l'État dès certaines logiques répressives du pouvoir d'État dès la première phase du processus révolutionnaire. Ça va être une idée qui va être développée hein, à partir de l'analyse de la Commune de Paris, parce que c'est ce qu'ils ont vu d'une certaine façon à l'œuvre dans le phénomène révolutionnaire de la Commune de Paris. Donc il va y avoir, je dirais, dans l'œuvre plus tardive, une nuance qui va être apportée, hein, et ils vont le dire explicitement hein, quand ils vont rééditer le manifeste, hein, en disant voilà, on peut plus aujourd'hui considérer, comme on le faisait à l'époque, en 1848, que le prolétariat pourrait tout simplement s'emparer de l'État et le faire fonctionner à son propre compte, au moins dans la première phase du processus révolutionnaire. Par ailleurs, voilà, ça prend place aussi dans tout un tas de débats ultérieurs, je dirais, en plus du phénomène de la Commune de Paris, il y a évidemment au même moment d'autres mouvements socialistes, notamment en Allemagne, hein, dans le mouvement issu des théories de Ferdinand Lassalle, qui prône plus un socialisme d'État, donc il s'en distingue aussi, y compris parce que de l'autre côté, disons du côté des anarchistes, ils sont accusés d'être eux-mêmes des étatistes, donc ils vont essayer de tenir à distance des deux positions, qui seraient d'un côté l'anarchisme, disons, et de l'autre le socialisme d'État, hein, une voie médiane, si on veut, entre ces deux positions-là. Mais il va y avoir
disons, dans les années 1870, une réévaluation, une réélaboration de leur stratégie révolutionnaire par rapport à la question de l'État. Oui, ça c'est clair. Je me permets d'ajouter, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, que sur la question de l'État, si ça intéresse là, puisque j'ai vu que, enfin, par rapport à la question, dans les années 50 aussi, et notamment à l'occasion du 18 Brumaire, ça va être une question centrale du 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on a déjà publié. Bon, là, j'ai une ancienne édition des éditions sociales, mais on est en train de préparer la version électronique, donc qui sera disponible sur notre site marchand, je pense, dans les prochains jours et que vous pourrez vous procurer, et qui est aussi un moment important de l'élaboration de Marx sur la question de l'État, puisque c'est là où il va formuler l'idée que toutes les révolutions du passé n'ont fait que perfectionner la machine d'État. Or, ce qu'il faut, c'est la détruire, et qui rejoint un peu ce que tu disais ensuite ce qu'il va tirer comme leçon de l'expérience de la Commune. Donc, n'hésitez pas, si la question de l'État, ça vous intéresse, on vous informera, mais le 18 Brumaire sera disponible en EPUB. Alors, deux dernières questions qui sont sur d'autres sujets. Alors, la première, c'est, alors quelqu'un demande, je reformule à peine, mais pose la question, pardon, de l'appartenance de Karl Marx à une organisation politique. C'est quelqu'un qui disait, j'ai cru comprendre que Karl Marx, comme Engels, s'était tenu près des luttes ouvrières, mais qu'il n'avait pas appartenu à une organisation politique. Et donc, cette personne demande si la Ligue des Justes, mais je pense qu'il voulait peut-être dire la Ligue des communistes, fait exception ou non. Alors du coup, est-ce que, pour généraliser peut-être un petit peu la question et pour la reformuler un petit peu sans la trahir, j'espère, est-ce que Marx était aussi un homme de parti, c'est-à-dire est-ce que il a aussi appartenu à des organisations politiques, etc., et donc à la Ligue des communistes, mais au-delà, quel est son parcours comme homme de parti? Ah bah oui, très, très clairement, c'est un homme de parti, oui. Ça, c'est clair. C'est le cas pour, je veux dire, c'est pas simplement un homme de parti au sens où il serait adhérent d'organisations politiques, c'est au sens où il a été dirigeant d'organisations politiques. C'est le cas évidemment pour la Ligue des communistes. Il a été, quand je disais il adhère en 1847, mais ensuite il devient très rapidement membre de son autorité centrale, et même pendant un temps il est à la tête de l'autorité centrale de la Ligue. Et alors ça va jouer, ça va être très, très clair pendant. Alors bon, il y a un moment donné où il est un peu moins investi pour tout un tas de raisons, c'est un peu compliqué pendant la révolution de 1848, mais après, disons, le moment de réaction politique qui fait quitter l'Allemagne en 1849, quand il retourne à Londres, pendant plusieurs mois, il participe à la reconstitution de la Ligue depuis Londres, de son autorité centrale dont il est membre. Alors ça c'est évidemment très clair. Et il y a évidemment une autre organisation dont il va être directement membre et membre dirigeant, c'est l'Association internationale des travailleurs, à partir de 1864. Puisque de 1864 à 1872, Marx est membre de la direction de cette organisation internationale, donc une instance qui s'appelle d'abord le Conseil central, puis le Conseil général de l'Association internationale des travailleurs. Et ça veut dire concrètement que toutes les semaines, à peu près, il participe à des réunions de cette association. Et donc, on a tous les procès-verbaux. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Il y a tous les procès-verbaux de ces interventions à l'intérieur de la direction de l'AIT. Et donc, on voit très bien le travail qu'il y mène qui est un travail politique, théorique, en discussion avec d'autres forces et d'autres acteurs du mouvement ouvrier. Par ailleurs, il fait beaucoup le lien à ce moment-là avec le mouvement ouvrier allemand, puisque au sein de l'AIT, il sera secrétaire correspondant pour l'Allemagne, et donc il est dans ce cadre-là très en lien avec la jeune social-démocratie allemande.
Hein, je dirais après 1872, donc 1872, c'est le congrès de La Haye, hein, c'est le moment de la scission de l'Association internationale des travailleurs, hein, ça s'appelle la première internationale. Et donc, le conseil général de l'organisation qui était à Londres et dont Marx faisait partie va être transféré aux États-Unis. Et puis, la fracture, disons, avec les anarchistes, avec Bakounine, etc., sera très nette. Et donc, Marx, après, ne sera plus membre du conseil général de l'AIT, mais de toute façon, l'AIT va rapidement quitter après 72. Mais Marx va être en lien très étroit avec les dirigeants sociaux-démocrates allemands, hein, tout au long des années 1870. Hein, il va l'être particulier, hein, à partir de 1875, au moment de l'unification de la social-démocratie allemande en un seul parti, hein, puisqu'il y avait deux tendances, je passe les détails, mais Marx va entretenir une correspondance très régulière avec les dirigeants, hein, de la social-démocratie allemande, hein, August Bebel, Wilhelm Liebknecht en particulier, hein, pendant ces années-là, hein, toute la fin des années 1870. Donc, on peut considérer que, hormis en réalité, disons, dans la décennie des années 1850 et le début des années 1860, où pour tout un tas de raisons, il n'est pas impliqué directement dans des organisations politiques, parce que c'est le reflux après la période révolutionnaire, puis qu'il est en exil, c'est très compliqué. Mais sinon, disons, à partir du milieu des années 1840, Marx mène presque incessamment un travail à l'intérieur des organisations ouvrières de son temps. Oui, tout à fait. Super. Alors, je te pose une dernière question qui a plusieurs volets, mais qui, globalement, c'est sur l'écho et l'impact qu'a pu avoir les principes du communisme. C'est-à-dire, à la fois, est-ce que en interne de la Ligue des communistes, est-ce qu'on a des écrits, des témoignages, des retours d'une façon ou d'une autre sur l'impact et comment a été reçu, enfin, quelle réaction à la suite des principes du communisme, et au-delà même des rangs de l'organisation, est-ce que c'est un texte qui circule ou non, beaucoup ou non, et est-ce qu'il est sujet à des critiques, est-ce qu'il est attaqué à cette époque, quoi? Non, c'est pas un texte qui circule vraiment, parce que il faut avoir en tête ce statut, hein, qui est un peu intermédiaire, disons. Il joue un rôle important dans un moment un peu charnière comme ça, hein, entre le premier projet qui est élaboré au congrès de juin 1847 et puis le manifeste tel qu'on le connaît. Hein. Alors ça joue un rôle plutôt à la base, en fait, de la Ligue, et surtout à Paris, hein, donc, puisque c'est là qu'Engels va le faire voter, en fait, hein, à l'automne. Donc ça joue un rôle dans la confrontation avec d'autres positions, celle de Moses Hess notamment, hein, qui lui avait proposé un projet concurrent, très marqué par l'humanisme, et donc qui allait vraisemblablement, on n'a pas tout à fait le texte, on a un autre texte de Hess qui est peut-être disons la version initiale de sa profession de foi, mais on n'a pas le texte humain, donc on ne peut pas trop juger, mais on peut à peu près deviner, connaissant Moses Hess, le type de texte que ça pouvait être. Donc ça a joué un rôle à ce moment-là, mais après, c'est vrai qu'évidemment, c'est le manifeste lui-même qui va prendre pas, même si de toute façon, hein, le manifeste du Parti communiste, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, enfin, pendant plusieurs décennies, ce n'est pas un texte qui va être très diffusé, très connu. Hein. Disons, va être connu très largement dans les rangs du mouvement ouvrier. Hein. C'est un texte qui est relativement confidentiel, enfin, qui se diffuse peu pendant les quelques décennies qui suivent. C'est après seulement, hein, et beaucoup plus encore après la mort de Marx et Engels, que le texte va connaître une large diffusion. Hein. Mais voilà, ça reste assez modéré, sinon, pendant la période, sur le moment où c'est écrit, quoi, hein, à la fin des années 1840. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Jean. Je ne sais pas si tu peux rajouter encore quelque chose sur les principes du communisme.
Non, bah, merci, merci à toi, Marina, et puis à vous toutes et tous pour votre attention et bonne lecture. Je vous rappelle donc, juste avant de vous dire au revoir, que si vous ne vous êtes pas déjà procuré ce livre, vous pouvez le faire en vous rendant sur le site de notre boutique en ligne. On a fait en sorte de réaliser un EPUB, une version électronique du livre, pour que vous puissiez y avoir accès même pendant le confinement. Et on vous l'offre gratuitement pour tout achat du livre en format papier qui vous est ensuite directement envoyé chez vous dès qu'on va pouvoir reprendre le travail en quelque sorte à partir de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site si ce n'est pas déjà fait. Et je vous annonce par la même occasion les 2 prochaines publications qui sortiront avec les éditions sociales, donc dès la fin du confinement, début juin. Alors, la première, c'est les Annales franco-allemandes, qui est le projet de publication dirigé par Marx et son compagnon de l'époque, Arnold Ruge, en 1944, si je ne dis pas de bêtises, quand il arrive à Paris, qu'il a dû s'exiler parce que sa publication, la revue que dirigeait Marx à l'époque en Rhénanie a été interdite, la Gazette rhénane. Je ne sais pas si c'est très précis ce que je dis, mais je parle sous le contrôle de Jean, qui hoche la tête. Et donc, bon, voilà. Donc, les Annales franco-allemandes qui vont sortir début juin et dans lequel il y a plusieurs textes assez connus du jeune Marx, donc le moment où il est encore... il fait partie encore de ce qu'on appelle les jeunes hegéliens. Donc, il y a la question juive, qui est un texte qui est assez connu, ou encore son introduction à la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, si je n'ai pas oublié de mots, mais aussi un texte de Engels, l'esquisse à sa critique de l'économie politique, qui va être un texte important aussi, et je crois la situation de l'Angleterre. Donc voilà, un premier ouvrage qui sortira début juin. Et le second, tu as fait référence tout à l'heure, Jean, puisque en plus tu as participé à la traduction, c'est le tome 13 de la correspondance de Marx et d'Engels, qui est un tome inédit, donc avec plusieurs contributions et correspondances inédites, et qui sera aussi disponible début juin, et pour lequel on a tout un tas de podcasts sur notre page SoundCloud. Si vous voulez entendre Jean discuter avec Guillaume Fondu de l'intérêt de cette correspondance tome 13, c'est possible de le retrouver sur notre page Facebook, sur notre site internet ou sur notre page SoundCloud. Et vous pourrez retrouver ces 2 publications dans toutes les librairies, toutes les bonnes librairies, comme on dit, du pays d'ici début juin. Voilà, et ben merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé ce soir, et j'espère à bientôt. Je vous dis au revoir. Salut Jean, à la prochaine. Et merci encore d'avoir participé. Au revoir à tous, merci.